puisqu'il nous apparaît bien que dans ce bain de langage qui fait communiquer tous les êtres humains entre eux, paraît comme une partie plutôt qu'une extension du cerveau, comme si c'était un développement externe, mais en réalité il est interne, comme s'il était virtuel, de la même façon que maintenant on parle du langage virtuel des ordinateurs. Or, quelqu'un aussi qui nous proposerons de venir nous parler montre bien qu'il y a toujours une matérialité là-dessous, s'appuie sur une matérialité, et que ce langage, bizarrement, participe à l'extension de la structure et du lien entre les êtres humains. Lacan les appelle justement des par-lettres. Le langage paraît ainsi passer de l'outil à l'organe. C'est pourquoi son interdiction, qui est commune, interdiction ou limitation familiale, sociale, politique, est à chaque fois une mutilation. Comme je disais, comme je le susurrais un peu au début aussi, il paraît étrange que cette intégration du langage organe a permis à l'être humain d'intégrer cet étrange double mouvement de la nature, de vie et de survie, de construction et de destruction, qui avant cette avancée, se situait entre l'être, entre l'animal et l'extérieur, comme si ce mouvement avait été intégré et que le sujet lui-même, le par-l'être, était le siège de mouvements contradictoires et opposés dans une dialectique difficile qui justement pose les plus grandes difficultés, qui n'est absolument pas facilement acceptée, qui va du manichéisme iranien, en passant par le diable et le bon Dieu et tous ses avatars, jusque la proposition assez difficilement acceptée de Freud de pulsion de vie et de pulsion de mort. Le combat de prédation, de construction et de destruction semble s'être déplacé en dialectique interne. Alors, pour rejoindre également cette récente sortie difficilement intégrée de la matière, que cette immense aura qu'a obtenu Einstein, même si ce n'est pas lui qui l'avait forcément trouvé, mais en le mettant de manière simple, que la matière est une masse d'énergie, eh bien, nous pouvons considérer que le langage lui-même est devenu une masse énergétique.
un concentré d'énergie qui semble invisible ou fugace, tout comme les quantas de lumière. Mais nous ne pouvons que constater l'existence bien réelle, bien présente, agissante, indiscutable, de ce que nous pourrions appeler également les quantas du langage. Cette incroyable capacité des par-lettres de créer des mots toujours davantage dans une croissance exponentielle est tout à fait étrange, mais c'est quelque chose qui n'a pas été intégré dans les différents éléments de la société. La médecine, jusqu'ici, est passée largement à côté de la puissance des mots et elle est majoritairement concentrée sur l'action, sur la matière, sur les corps et pas sur les mots, à leur efficacité, à leur effectivité. Ce qui est étrange également de la langue, c'est que cet organe est à la fois individuel et transindividuel. Elle appartient à chacun et à tous à la fois. C'est pourquoi le terme de structure de côté structural de l'être humain, eh bien, demande des différenciations, des acceptions différentes, avec des éléments qui apparaissent disjoints, mais la structure concerne l'ensemble déjà des par-lettres du monde, puisqu'ils sont tous en relation à un point ou un autre. Et un autre linguiste, benveniste, l'écrit tout à fait. Le langage est ainsi organisé qu'il permet à chaque locuteur de s'approprier la langue entière en se désignant comme je. Donc, à partir de là, si vous me suivez là-dessus, cet organe intégré, faisant partie du corps des sujets, de la structure des sujets, du squelette, produit une extension de ces corps, une extension de la structure, une extension de l'énergie, de l'accélération, de la complexification. Et c'est là où il y a un ajout au patrimoine génétique, appelons ça psychogénétique si on veut, qui fait qu'en effet, une partie de la construction de chaque être humain est immortelle. Et l'organisation du langage est indispensable à chaque être humain et permet la pérennité de l'organisation de la structure. Vous en avez un peu marre? Alors, parce que, je disais, il appartient à tout le monde. Ça, c'est aussi quelque chose qui touche
le reste du corps. À qui appartient le corps? Bon, il n'est pas inhabituel dans la psychanalyse de dire qu'une partie du corps de quelqu'un appartient à un autre, ou qu'un autre s'en saisit. Ce qui est banal en politique ou dans les nations. Il y a des nations où votre argent, votre corps, votre maison, on ne sait jamais à qui il appartient. Le phallus, à qui il appartient. Est-ce que tel morceau de votre corps vous appartient ou appartient à votre femme, votre mari, votre mère? Est-ce que tel morceau de votre corps est le symptôme de celui avec qui vous êtes en relation? C'est là que nous passons à la question de l'addiction et du symptôme et de l'intoxication des uns par les autres. Par le transfert et l'interface avec l'autre bord. Parce que, pour revenir un petit peu à des choses un peu plus connues, il y a également dans des transformations dans la médecine, dans la psychanalyse, dans la psychiatrie, une question récurrente, c'est est-ce que la psychanalyse va survivre? C'est une question récurrente. Par exemple, jamais on ne dit est-ce que la médecine va survivre? On peut dire que la médecine est en transformation extrêmement rapide, sous des dehors de questions économiques, il y a des reconsidérations très rapides. De même, la psychiatrie. La psychiatrie a effectué un certain cycle sur ce qu'on appelle les fous, c'est-à-dire, je résume, les schizophrènes. La question des schizophrènes est réglée, à peu près. Eh bien, on donne des produits. Maintenant, l'attention se porte sur autre chose, sur justement l'addiction, c'est-à-dire la dépendance et l'intoxication par le symptôme et la relation entre le sujet et son symptôme, que ce soit son conjoint, que ce soit de l'héroïne, que ce soit du travail ou de l'alcool. La question maintenant se tourne vers la dépendance. Pour la douleur, nous n'en sommes pas encore là. Enfin, c'est effectivement avoir le plus grand rapport de la dépendance et de la douleur. Il y a un gros mot que je n'ai pas employé du tout, je tâche de l'éviter parce que il réalise son propre terme, c'est le terme de la jouissance. Lacan dit, vous savez ce que ça donne, la jouissance, ça commence à l'allumette et ça finit par la flambée. Et rien que de parler de ce terme, c'est exactement la même chose, parce que dès qu'on parle de jouissance, ça va tout de suite très loin. Pourtant, on ne peut pas ne pas en parler. Et on peut également continuer à se poser des questions un peu étranges de la jouissance des êtres humains, mais la jouissance des animaux, la jouissance de la pierre. Quelle jouissance dans le monde minéral? Comment l'imaginer? Cette immobilité merveilleuse. Est-ce que là, il n'y a pas un certain nombre de termes à inventer, différents termes sur la jouissance? Parce que qu'est-ce que l'on voit dans la psychose que je viens de citer? Eh bien, nous avons une pétrification, c'est le terme. Nous avons une immobilité
chez le schizophrène et chez le mélancolique. Cette pétrification, eh bien, on sait que là, il y a le siège d'une jouissance térébrante qui bloque l'affaire et que pour la lever, c'est extrêmement difficile parce que il y a dans le système cette nécessité de jouissance très forte, très puissante, et que si on veut l'interrompre, eh bien, on est soumis à des réactions d'une violence extrême. Alors, quelle jouissance dans le monde minéral? Quelle jouissance dans le monde animal? Alors, il y a des jouissances de même dont on ne parle pas. C'est la chaleur. Pour revenir à la médecine, nous avons toutes les maladies, enfin, une part majoritaire des maladies que traite la médecine, ce sont les maladies auto-immunes. Les maladies auto-immunes, de quoi sont-elles le siège? Là aussi, nous avons un débat interne à la structure du sujet, un bord dans lequel, faute de le trouver ailleurs, une jouissance s'installe, se déroule, une jouissance délétère, et vous remarquerez que toutes ces maladies, les plus simples, de la grippe jusqu'à ces maladies-là, eh bien, il est question de la chaleur. En médecine, ça s'appelle l'inflammation. Mais l'inflammation, c'est un terme fondamental de la maladie. C'est quelque chose qui est donc une jouissance extrêmement archaïque et déstructurante. Et dans la physique, la chaleur, c'est justement ce qui casse la complexification, qui repart en arrière. Et le monde qui est en pleine expansion et en pleine complexification, je parle du monde, tous les astrophysiciens vous le diront, eh bien, c'est corrélatif à un refroidissement. La complexification, la structuration est corrélative à un refroidissement. Mais les éléments de chaleur et de développement de cette désorganisation, parce que là ce n'est plus de l'organisation, c'est une désorganisation relative, va dans le sens inverse de la décomplexification. Et il semble d'ailleurs que cette dialectique que je disais qui semble, enfin qui nous échappe, dont on ne sort pas, où on arrive malgré nos théories, malgré nos locutions plus ou moins. Laissez-moi encore 2 minutes. Je disais quoi? Oui, cette dialectique, voilà. Cette dialectique qui amène jusqu'à la pulsion de vie et de mort. Non, j'ai un peu perdu. Je disais quoi avant? La décomplexification. Oui.
Donc, allez-y alors. Voilà. Voilà, alors ça me remet dedans. C'est extrêmement complexe, mais au bout du compte, il semble toujours s'agir de la même dialectique entre cette construction et cette déconstruction, cette accélération et ce frein à l'accélération. Pour aller un peu rapidement sur la question humaine, je disais qu'il y a des circonstances qui permettent le développement, la création, les découvertes, et il y a des situations où cela est impossible, des situations où c'est possible, des situations où c'est impossible, où c'est interdit. Il y a des limitations de langage, par exemple, je disais, familiaux, sociaux, politiques. Et par exemple, prenons le terme habituel, le totalitarisme. Qu'il soit familial, politique, eh bien, il semble que dans ce totalitarisme, qui sont quand même excessivement courants, permanents, quotidiens, il y a deux choses fondamentales. Il y a ce retour d'une jouissance intense et en même temps comme la nécessité d'un frein à cette accélération. Et on voit ça dans le développement des sociétés, comme si quand on avançait trop vite, il fallait absolument freiner ça pour ne pas aller trop vite. Et de même, quand vraiment ça stagne, hein, il y a des éléments qui remettent la complexification et l'accélération. Et les mouvements totalitaires, comme si on avait là cette vision de retour, de régression, d'arrêt, de freinage et de jouissance intense. Vous remarquerez que tous les mouvements totalitaires, dans la mesure où ils participent d'un imaginaire extrêmement cerclé, puissant, sont le siège, enfin, ceux que ça traverse sont le siège d'une jouissance extrêmement importante. Par un exemple, c'était un travail de littérature qui m'avait intéressé sur la dialectique, celui entre le dictateur Enver et Kadhafi. Oui. Bon, écoutez, voyez, ça aussi, c'est un exemple de la modification des termes aussi. Vous voyez, il y a un siècle, imaginaire, c'était merveilleux. Maintenant, à la fois dans la science et dans la psychanalyse, l'imaginaire, on le prend avec des pincettes,
On essaie de se débrouiller parce que, comme nous le savons, ou même si nous ne le savons pas, la visée, la tendance de l'imaginaire, c'est le totalitaire. Oui. Alors, je vais bientôt vous laisser... Alors... Voilà. Alors, je reprends ce qui vient de la biologie moléculaire. Les gènes ne sont plus, c'est pas moi qui parle, les gènes ne sont plus compris comme des invariants. Le génome n'est plus compris comme une structure stable, ne changeant que sous l'effet de mutations aléatoires, mais comme un ensemble variable, mobile et dynamique. Le génome n'est pas organisé de façon strictement séquentielle. Il ne constitue pas une suite de gènes limités, mais un ensemble comprenant le gène précédé et suivi de séquences régulatrices et réalisant un réseau d'interactions multiples. Cette explication renvoie à l'unité de l'organisme et à sa puissance de créativité interne. Bon, alors, donc, je vais bientôt terminer. Donc, étrangement, la structure, finalement, paraît infinie. Pardon ? La structure paraît infinie. Non ? Qu'est-ce qu'il y a ? Non ? Bon, je suis... Oui ? Non, bah, moi non plus. Comme le réseau symbolique. Non, disons que l'imaginaire découpe des séquences, des ensembles dans lesquels il y a une orientation, une organisation, mais que la structure est entièrement reliée entre les éléments de la vie. Et je voudrais revenir et finir sur la question de la création. Question qui ne... les mouvements religieux sont assez combatifs et ils sont assez combattus, mais ils disent bien que l'homme est créé avec le Verbe. Et au fond, ce n'est pas... On ne peut pas s'élever contre ça, c'est exactement ce que nous disons. Pourquoi y a-t-il création d'un sujet? Selon quelles conditions? Pourquoi y a-t-il création d'un corps, de la matière humaine? Est-ce que on peut persister dans rien ne se perd, rien ne se crée, c'est-à-dire tout se transforme dans une certaine équivalence? Eh bien, c'est davantage qu'une transformation. Il y a là une métamorphose, il y a une transmorphose. Comment faudrait-il qualifier ça? Une anamorphose, une anaplasie. Il y a un terme à trouver dans cette invention, cette fondation qui crée quelque chose qui n'existait pas. Il y a production de matière nouvelle vers l'hétérogénéité.
Alors, est-ce qu'il y a conservation ou il y a extension? Par exemple, l'art, est-ce que c'est un critère de finalité esthétique ou bien une création de l'inouï, de l'inédit, de l'impensé? De l'autre côté du bord. Et le terme également très décrié de bonheur se décline de deux façons. Il y a effectivement cette revendication à persister dans sa jouissance, mais le bonheur qui est inscrit dans la Constitution américaine peut être également entendu comme la liberté de créer. La liberté de mettre en place ses propres conditions spécifiques pour pouvoir créer. Mettre en place les conditions de la substitution et de la métaphore. C'est-à-dire, encore une fois, de pouvoir rompre le cercle de l'imaginaire quand il est cerclé. Et de produire un acte signifiant. Parce que l'acte authentique, c'est quand même une création de différence, c'est un décollage, c'est une disjonction qui paradoxalement conserve la liaison. Et un acte, c'est quoi? D'abord, c'est une rencontre. C'est une rencontre, moment opportun, kéros, qui modifie et qui inscrit le temps. Le temps n'est pas donné comme ça, et une seconde n'est pas égale à une autre. Einstein aussi, malgré tout, le disait. Et Lacan va jusqu'à dire que l'acte est fondateur du sujet. Alors, est-ce qu'on peut soutenir que l'énergie augmente chez l'être humain par densification, par développement, par complexification de sa structure langagière? Est-ce que cette expansion est en extension rapide? En tout cas, ce que l'on peut observer, c'est une multiplication, je disais, exponentielle de la parole, des mots, des écrits, et donc de la matière, ainsi qu'une accélération inouïe de l'histoire. Bon, bah, je vais quand même m'arrêter. Hein. Oui.
sera le 12 janvier. La sérendipité est un terme de l'ancien persan. Et c'est un conte de trois princes qui partaient incognito et qui observaient le monde et qui faisaient des découvertes en prenant juste une observation simple et un raisonnement à partir de là. Développer davantage dans les pays nordiques et les pays anglo-saxons qu'en France commence à être connu. Quel conte persan? On pourra peut-être vous le lire. Il a été traduit dans ce c'est Roslo, comment il s'appelle? Bon, sinon. À déclarer. Bah oui, ça sous-tend la... Freud et Lacan sous-tendent toutes les questions de psychanalyse, toutes écoles confondues. C'est très différent, oui. Mais oui, mais il y a Jung dedans? Ah oui, je sais plus. Enfin bon. En tout cas, bien sûr que, vous savez, c'est comme ce que je disais, tout ça et la psychanalyse et toutes ces avancées et toutes ces complexifications sont soumises à des freins, à des blocages. Et les psychanalystes eux-mêmes sont tous dans des mouvements de refoulement, de réserve et de difficulté. C'est une dialectique avec ce qu'ils essayent de promouvoir et de travailler. Voilà. De quand datez-vous cette mobilité dans les gènes, le fait qu'avant c'était immuable et que de quand datez-vous ça? Parce que quand même c'est extrêmement récent. Je me pose même la question de savoir si tout le monde est d'accord aujourd'hui. Parce que personnellement, je me souviens avoir posé cette question en 1990. Enfin, pas poser la question. J'avais l'idée que ça pouvait se modifier. Et je me suis fait ramasser complètement. Mais vous voulez dire de quand date cette idée ou la modification? De quand datez-vous? Parce que vous le dites de façon extrêmement... c'était comme une évidence. Une évidence. Et Bon, bah, cette évidence-là, elle me paraît... Là aussi, il y a
effectivement, je ne sais pas si c'est majoritaire, hein. Je ne suis pas dans les mondes de généticiens. Il y a... c'est extrêmement varié, hein, mais moi je l'ai lu dans plusieurs circuits. Maintenant, vous dire que tous les généticiens, voilà. Et effectivement, vous pouvez vous faire abrouer. Il y a des généticiens, moi je vous dis, je ne suis pas dans le monde, mais c'est extrêmement varié. Il y a des généticiens qui sont effectivement tout à fait dans l'immuabilité, dans le clonage, la répétition du même au même. Une espèce de photocopieuse, voilà, vous voyez, hop, photocopieuse des gènes. Mais c'est pas seulement les généticiens. Il y a des psychanalystes qui, pourtant la psychanalyse est censée être la question de la dynamique et de la transformation, mais il y a des psychanalystes qui disent non, rien ne bouge. Rien ne bouge. Rien de la structure, rien de la transformation. On s'amuse quoi, même des gens extrêmement bien placés. Alors, oui, je voulais dire que ça m'intéresse beaucoup cette démarche à toi qui consiste à replacer la psychanalyse et le travail qu'on fait comme on fait dans ce secteur de l'étude de la psyché et qui consiste à s'ouvrir au savoir, tous les savoirs, et dans un moment où c'est très difficile parce que la spécialisation avance très vite, et la pensée se sectorialise, mais une chose que tu as bien dit, que tu as bien compris, c'est que le langage, dans sa complexité, est un. Hein. Donc quand on va vers un langage, au langage du biologiste, par exemple, du physicien, on peut accéder. D'ailleurs, même la physique, quand elle est née, elle a utilisé un langage commun, hein, en le spécialisant, mais pas tant que ça, dans le sens qu'elle est allée au sens du mot étymologique, et il a utilisé le langage. Le langage est un. Donc, l'effet d'utiliser un langage, ça nous permet d'aller voir des expériences qui sont singulières dans la physique, dans la biologie, et d'ouvrir notre pensée, hein, à cette expérience. Et d'ailleurs, une chose intéressante, simplement en replaçant la psychanalyse dans ce rapport avec la matière, comme tu as dit justement, l'idée pour moi fondamentale que je retiens aujourd'hui, c'est cette différentiel qu'il y a entre le froid et le chaud. Hein. C'est une pensée présocratique, hein, entre le refroidissement qui compliquerait et qui organiserait aussi, et ce refroidissement, c'est l'analyse, hein, quand on prend et on coupe. Hein. Et d'autre part, la chaleur, la désorganisation, moi je dirais aussi l'amour, hein, qui, je pense, les deux moments, refroidissement et je dirais augmentation de la chaleur, sont deux mouvements qui vont avec. Je dirais que les savoirs analytiques, les savoirs aussi de la physique, c'est dans les différentiels qu'il y a entre ce mouvement de refroidissement et donc de compréhension et de chaleur. Donc je dirais qu'on se rapproche à une matière vivante, voilà. Et parce que le danger aussi de l'analyse, c'est que quand on refroidit, on va vers une matière intellectuelle morte. Hein. Donc il faut toujours réchauffer après. Ce qui nous intéresse, c'est les différentiels, en fait, les mouvements du chaud et du froid. Hein. Et donc dans les mouvements. Hein. Et l'effet que tu mets en mouvement tous les savoirs, hein, et
pour naturellement pouvoir l'utiliser pour notre but, je trouve que c'est vraiment une démarche remarquable. Je te remercie beaucoup. Et ça nous fait réfléchir, il faut avoir du courage pour faire ça, hein. Surtout si on connaît les universités, je vous dis seulement une chose, j'ai enseigné littérature, il y a des facultés où on enseigne la littérature italienne, on enseigne seulement la littérature italienne. Pas des philosophies, la philosophie c'est une autre spécialité, la physique, on n'en parle même pas. Comme on peut aujourd'hui faire de la littérature sans la physique nucléaire, je dirais, c'est impossible, hein. Bon, imaginons sans la philosophie. Bon. Oui, alors, à ce moment-là, juste un tout petit mot sur un point que j'estime la pointe de cette affaire, c'est comme dit Christina Vogel, Zurich, chose dont je n'ai pas trop parlé, mais que je considère comme la pointe, c'est la question de la métaphore. La métaphore et du néologisme. Elle dit « J'examinerai la métaphore comme une procédure globale du langage, ou plus exactement, la métaphorisation conçue comme un régime spécifique du penser et de l'agir. » Je ne vais pas vous... Bon, enfin, on verra la question de la métaphore. Je ne vais pas vous lire tout. C'est juste un petit exemple comme ça qui m'a frappé dans la vie sur ce genre de réflexion. La génération à laquelle j'appartiens, on apprenait que la vie, il fallait de l'oxygène, du soleil, du carbone, mais sûrement pas du méthane et des choses épouvantables de cette sorte. Or maintenant, la vie, on pense qu'elle est née aussi dans les plaques tectoniques, sur ces espèces de machins qui montent, des concrétions comme ça, puis il y a des émanations, des fumées, etc. Bon, à la limite, on remet tout ça à plat, on veut bien concevoir que le méthane peut produire de la vie, etc. Mais qu'un petit machin soit sorti, une petite bactérie de rien du tout, c'est pas encore ça. Mais qu'elle ait eu l'idée de se reproduire, en se multipliant, en se divisant, ce qui est déjà une contradiction, cette chose qui est sortie de cette petite cheminée, cette fumerole, a eu l'idée de se reproduire. Eh bien là, on reste baba, voilà. Mais il ne faut pas s'étonner, il faut vivre avec ce genre de choses qui arrivent, cette occurrence, non, ça me semble fondamental. Très poétique. L'idée de se reproduire. Voilà. C'est parti, c'est la création. C'est la question de la vie. Je veux juste dire que le décentrement, ça fout quand même un peu le vertige. Et le perte de l'appui narcissique, ça pose tout de suite comme une pente savonneuse la question de quel savoir? Le savoir de Dieu. On est en train de frôler le savoir de Dieu. Je ne dis pas Dieu le Père, mais le savoir de Dieu. Il y a de quoi avoir le vertige. Je voulais juste signaler ça. C'est pas une critique. Effectivement, il y a là quelque chose de tangentiel. La question, c'est comme dans toutes les spéculations, comme dans toutes les constructions théoriques, psychanalyse inclus, d'essayer de se tenir à un certain nombre de
de faits, de travaux. Parce qu'effectivement, tout ça, ça peut apparaître très vite comme une mythologie, comme un délire. Ça l'est peut-être pour une part. En tout cas, la question dans cette entreprise de 2-3 ans, c'est trouver des gens qui vraiment se prennent pas pour des dieux, ont travaillé avec difficulté pour sortir des éléments qui nous paraissent se tenir. Voilà. Et sans arrêt être. C'est pour ça également que je milite, si j'ose employer ce terme, dans la psychanalyse depuis très longtemps et pour moi-même depuis toujours, d'un recours à la clinique de manière constante, peut-être même excessive, mais parce que ça empêche en effet de délirer. On ne peut peut-être pas tous prendre pour Dieu, d'accord. Mais bon. Oui. Quelqu'un a parlé de Jung tout à l'heure en disant que c'est pas la même question. Voilà, Jung, la mythologie, faisons-la puisqu'on en a besoin. Ça c'est Jung. Il est bien clair que ce que tu as apporté, c'était pas des mythologies, c'était des concepts. Mais je voulais signaler, puisque tu dis ne laissons pas la clinique de côté, pour moi c'est un peu de la clinique de signaler que tu nous fous un peu le vertige, merci, mais c'est quand même du vertige. Je n'ai pas dit que tu te prenais pour Dieu. Je ne l'ai pas sous-entendu non plus. Je pense avoir formulé ce que chacun peut ressentir, et peut-être toi tu y échappes, mais si tu y échappes, comme nous tous, c'est de justesse, et c'est pour avoir travaillé, comme tu le dis, pour vouloir des concepts et pas des figures mythiques. Voilà. C'est intéressant, ouvrant de manière fabuleuse, aussi bien ça frôle le vertige régulièrement. Voilà. C'est pour ça qu'il faut y aller avec modération, à consommer avec modération. Quand Ferenczi a voulu faire des expériences de télépathie. Quand Ferenczi s'est intéressé de près à la télépathie, que d'ailleurs il pratiquait avec ses deux femmes, sa femme et sa femme. Il racontait tout à Freud, c'est dans la correspondance, et Freud lui a dit « Écoutez, il y en a un autre dans le mouvement psychanalytique qui s'intéresse à l'occulte, c'est Jung. Si vous voulez tous les deux aller par là, échangez vos expériences. Pour aller dans ces endroits-là, il faut s'encorder. » C'est par rapport justement à la question du déséquilibre. C'est-à-dire qu'au fond, ce qui fait la vie, alors c'est peut-être les petites molécules ou les atomes qui bougent dans la pierre, c'est vivant, c'est le mouvement, mais c'est aussi, le mouvement, c'est le déséquilibre. Et donc c'est chaque fois, et c'est là où est le risque, c'est là où on se sent dans un moment où on va tomber, ben non, on tombe pas, on avance, ou on boule, ou, enfin voilà. C'est tout ce que je voulais dire par rapport à cette notion-là. Apparemment, c'est un temps très bref. Ce que dénotent les scientifiques qui observent ce genre de choses, c'est que, et même les découvreurs, que développe ainsi Thomas Kuhn là-dessus, c'est qu'il y a une observation étrange. Alors on s'en aperçoit ou pas, on la regarde ou pas. C'est exactement les temps logiques de Lacan. Hein. Il y a l'instant de voir, il y a le temps pour comprendre, qui peut être siècle, je sais pas. Et puis il y a le temps il y a le moment de conclure, c'est-à-dire vraiment le moment d'agir, et ça se passe très vite. Et c'est ce qu'on voit également dans les mutations, dans l'évolution. Il y a des choses qui basculent d'un coup. C'est assez bref.
ce moment de Oui, non, c'était juste pour remercier Auchan. Moi, ce qui m'a intéressé, c'est la comparaison à tout ce monde scientifique. Et je dirais, les scientifiques sont plusieurs à chercher, et c'est quand ils sont plusieurs à chercher la même chose et trouver des solutions qui peuvent s'opposer ou se regrouper qu'on arrive à établir une chose scientifique. Par rapport, et j'aimais beaucoup cette relation de la psychanalyse à la science pour dégager justement la psychanalyse de la mythologie quand il s'agit de certains concepts. Maintenant, les attribuer à Dieu, quand on attribue à Dieu ce qu'on ne comprend pas, mais la science petit à petit pose les choses et les compare. Voilà, donc toutes ces ouvertures-là sont précieuses, je trouve, pour la psychanalyse, pour la sortir de la mythologie, voir le diffuser dans ce sens-là, pour faire comprendre. Ce qui fait peur dans la psychanalyse ailleurs, c'est ce qui n'est pas compris. Et là, on a des éléments tout à fait concrets, vérifiés, et je trouve ça très précieux. Merci. Moi, j'ai l'impression, au fur et à mesure des échanges, qu'on perd un petit peu, enfin pour moi, ce que j'entends avec la question ou la portée de la question clinique sous-jacente derrière cet essai, soit d'unification, d'unité d'un savoir pour essayer de démontrer quelque chose. Moi, ce qui m'intéresse à travers ce parcours et ce voyage, c'est finalement qu'est-ce qui participe de la structure. Parce que j'entends, c'est est-ce que il y a quelque chose de la structure qui va être immuable et qui se répète de façon immuable, et donc par exemple par rapport aux psychoses, on ne peut rien faire parce que c'est inscrit dans la structure, ou est-ce que finalement il y a quelque chose de coextensif dans la structure qui va permettre une transformation, un mouvement, une modification, et qui peut même amener par cette étape à une transformation de la structure. Et je pense que le meilleur terrain qu'on a, c'est la clinique pour essayer de l'appréhender, mais j'ai l'impression que là l'enjeu sur les débats des savoirs, sur Dieu, etc., je pense qu'on perd un peu la portée. Enfin pour moi, ce que j'ai entendu du désir qui serait qui porte sur la structure et qu'est-ce qui se passe dans la clinique et dans la cure psychanalytique et qu'on peut transposer ensuite à d'autres champs. C'est une entreprise difficile, hein. On peut imaginer, c'est quand même très essayer de rattacher un certain nombre d'éléments, de morceaux, c'est un peu gigantesque, quoi. Voilà. Mais voilà, en tout cas, c'est la question de quand même arrêter de se complaire dans son nombril, quoi. Bon, oui. Quelque chose qui me rassure un peu, qui peut être relative à ça pour conclure. Newton était un alchimiste. Et il cherchait, et un jour il a trouvé un truc. Alors je crois que c'est plein d'espoir. On peut chercher tout domaine confondu et tout d'un coup on trouve le canal. Et voilà, il l'a trouvé. Exemple, Newton, pas à la route, non? Même si c'est la loi. Bon, eh bien écoutez, voilà, alors joyeux Noël. Bonnes vacances, reposez-vous. Et puis donc le 12 janvier, Daniel Boursier.